Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier Facebook Live de la campagne présidentielle où l'ensemble des candidats qui le souhaiteront vont être face à la communauté des membres et des supporters du WWF. Le premier candidat à avoir accepté cette invitation, c'est Emmanuel Macron. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Je vous remercie de vous prêter à cet exercice. Ça va être l'occasion pour vous de présenter un certain nombre de propositions qu'on espère les plus précises, les plus ambitieuses possibles sur l'environnement, sur la nature, sur l'énergie, sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur la santé. Autant de thèmes qu'on va aborder pendant 45 minutes. On va avoir 3 séquences. La première séquence, c'est comprendre quelle est votre vision de l'écologie, de la crise écologique. Et on va partir pour ça du rapport Planète Vivante du WWF. Et ensuite des questions qui sont arrivées, plus de 200 depuis 2 jours et qui vont continuer à arriver en live. Et d'ailleurs, je vous invite à continuer, bien évidemment, à les poser pour que nous puissions les sélectionner et les proposer à Emmanuel Macron. Nous allons donc avoir des questions très précises qui appellent des questions très précises. Vous êtes attendus là-dessus et donc on compte sur vous. La troisième séquence sera beaucoup plus rapide et ce sera davantage sur votre rapport personnel à la nature, aux animaux ou à l'alimentation. On va donc commencer par cette citation qui est issue du rapport Planète Vivante, que j'en profite d'ailleurs pour vous le remettre, qui est le rapport de référence du WWF dans le monde et qui fait en quelque sorte le bilan de santé de la planète. Et il y a 2 chiffres qu'on a extraits de ce rapport et je voudrais que vous les commentiez. Premier chiffre, c'est que 2 tiers des espèces sauvages, 58% pour être plus précis, ont disparu en 40 ans. Je crois que 40 ans, c'est pas loin de votre âge, c'est pas loin du mien non plus. Donc ça veut dire que depuis que nous sommes nés, 2 tiers des animaux sauvages ont disparu. Je voudrais savoir ce que ça vous évoque. Et le deuxième chiffre, qui est aussi très frappant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il faut 1,6 planète Terre pour satisfaire les besoins de l'humanité. Ça veut dire que nous creusons notre dette écologique chaque année qui passe. Nous puisons davantage dans les ressources que ce que la planète peut resservir comme écosystème. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour les forêts, c'est vrai pour les océans. Là, c'est pareil. Quelle est votre vision, quelle est votre perception de la crise écologique aujourd'hui? 2 chiffres. Bonjour d'abord et merci pour cette invitation, cette occasion d'avoir une discussion en profondeur sur des sujets. Je trouve que les deux chiffres, les 2 réalités qui sont ici rappelées le montrent, qui sont des sujets éminemment importants. Je ne me suis pas beaucoup exprimé jusqu'à présent sur ces sujets. D'abord parce que j'ai eu des fonctions ministérielles qui sont souvent perçues comme antagonistes à ces derniers sujets. On pourra y revenir à chaque fois. Et parce que ce que je veux construire, c'est vraiment une cohérence. Et les 2 réalités que vous venez de souligner le montrent. On ne peut pas aujourd'hui penser, vivre, produire, consommer, innover sans avoir ce type de réalité en tête. Parce que si on regarde notre planète, nous sommes intervenus très tardivement dans son histoire. Et il y a toute une histoire de la planète qui nous précède, qui a créé justement la matière, les espèces, etc. Et nous sommes de manière extraordinairement accélérée depuis la révolution industrielle, en train non seulement de la surconsommer, et chaque année un peu plus, mais en train aussi de la fragiliser et de la détruire. Et donc le rapport qu'on doit avoir à notre humanité, je le disais il y a quelques jours, il doit prendre en compte ces sujets-là. Parce que notre commun, ce sur quoi nous sommes aujourd'hui, ce qui nous fait, c'est cette planète. Et donc si on perd de vue ce qui nous rassemble, ce dont nous sommes les dépositaires un instant de raison, et que nous allons léguer aux générations à venir, nous trahissons, sur le plan moral, sur le plan civilisationnel, ce que nous sommes. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'on ne peut pas faire fi de ces réalités. Et en effet, quand je vois qu'il y a ces disparitions, c'est à la fois une perte de notre patrimoine naturel, c'est une destruction de ce qui fait notre planète et qui nous a précédés, mais c'est en même temps le fait que nous sommes en train de détruire ce commun de notre humanité, la possibilité pour nos enfants de le connaître, d'en bénéficier, et avec tout un tas derrière de conséquences que nous n'envisageons pas et que parfois les préoccupations court-termistes que nous pouvons avoir sembleraient nous faire préférer. Je m'explique. Pour moi, ces chiffres-là, ils montrent une chose. La première, c'est que être écologiste aujourd'hui, c'est se préoccuper de l'humanité. Et de l'humanité sous toutes ses composantes, donc le monde dans lequel nous sommes, ce qui nous fait. La deuxième chose, c'est que c'est se préoccuper de notre capacité à avoir une vraie croissance.
Et la deuxième réalité que vous soulignez, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a une croissance qui n'est pas soutenable parce que la planète n'y suffit pas. Moi, je ne suis pas favorable à deux grandes visions qui s'opposent aujourd'hui dans le débat français. Je ne crois pas qu'on peut raisonnablement continuer à dire à nos agriculteurs, à nos industriels, on va faire comme on a toujours fait, les normes, l'environnement, tout ça, honnêtement, ça suffit, on va faire une pause, on ne s'en occupe pas, parce que juste, ce n'est pas durable. Je ne crois pas non plus à celles et ceux qui poussent des modèles qui consistent à dire ça devient une priorité au-delà de tout, et on ne se préoccupe plus de savoir comment on construit, ou on croit dans la décroissance. Moi, je veux croire dans une croissance choisie, sélective, parce qu'on doit aujourd'hui choisir nos modèles de croissance. Et donc, on va y revenir dans le détail, mais on doit aujourd'hui créer, produire, innover en prenant en compte cette réalité. On ne peut pas créer, produire, innover durablement sur notre planète, dans notre pays, si on ne voit pas qu'on surconsomme. Donc, il y a une responsabilité, si vous voulez, économique et de durabilité qui est formidablement importante. Ensuite, c'est une responsabilité de santé, parce que derrière ces réalités, on sait bien, on a de la pollution, on a de la surconsommation. On va venir sur les questions précises. On détruit des espèces qui sont aussi importantes pour notre propre santé. Et on a un vrai sujet d'inégalité. Et l'inégalité, vous l'avez très bien dit, environnementale, qui fait qu'aujourd'hui je surconsomme, donc j'augmente la dette, c'est une dette intergénérationnelle. Donc c'est profondément inégalitaire à l'égard de celles et ceux qui viennent derrière moi. Mais surtout, derrière ces réalités, il y a des inégalités spatiales, géographiques, climatiques, et donc, potentiellement comment vous hiérarchisez, si vous le faites, la dette financière et la dette écologique? Je ne les hiérarchise pas, je les compose, on va y revenir. Moi, je suis favorable, si vous voulez. Je pense que le sujet de la dette financière, il est très important, parce que c'est notre souveraineté propre. Les gens qui pensent qu'on peut négocier facilement avec les banques sont des gens qui n'ont jamais négocié avec les banques. Quand on négocie avec les marchés, on dépend des marchés. Donc, moi, je veux réduire nos dépenses courantes, j'y reviendrai dans les prochains jours, de manière réaliste, mais réduire les dépenses courantes, ça veut dire les frais qui nous font fonctionner chaque jour. Bon. Mais à côté de ça, et donc là-dessus, je veux baisser notre niveau de dépenses rapportées au PIB. Et j'expliquerai en détail comment sur une stratégie quinquennale. Mais à côté de ça, nous avons besoin d'investir. Et c'est comme ça que je les réconcilie. On a besoin d'investir dans notre nouveau modèle de croissance et de production. Et donc, on doit investir dans la transformation de notre agriculture, on doit investir dans les énergies renouvelables et la transformation du mix électrique, on doit investir et simplifier les réglementations pour aussi changer notre modèle d'engagement et donc la réduction de notre consommation d'énergie fossile. C'est comme ça que je les compose et donc j'aurai dans ma trajectoire financière un plan ambitieux d'investissement dont l'un des piliers sera justement l'écologie et la transition des modèles de croissance. Dont vous pourrez nous dire peut-être quelques mots précisément dans les questions qui vont suivre. On a une première question qui a été sélectionnée, posée par Cécile Pelletier, qui nous dit, et je la lis pour ceux qui nous regardent bien évidemment, François Hollande a obtenu l'accord de Paris sur le climat. Si vous êtes élu président de la République, que prévoyez-vous concrètement pour tenir cet engagement? Alors, je pense que d'abord c'est une formidable réussite et il faut rendre hommage au président de la République, à Laurent Fabius, Ségolène Royal et à toutes les équipes, à l'équipe France, qui a fait un travail remarquable qui était, pour beaucoup, perdu d'avance. Maintenant, il faut le tenir. Donc, pour le tenir, je serai vigilant à ce que les engagements internationaux soient tenus. On a un grand doute aujourd'hui sur les États-Unis d'Amérique, on le sait bien. On a une grande victoire avec la Chine, qui, je trouve, est en train de rentrer dans la conscience écologique et environnementale, et qu'il faut garder. Donc moi, j'aurai un dialogue extrêmement nourri avec la Chine en particulier sur ce point. Mais je m'assurerai qu'en particulier, le fonds de financement soit bien doté, que les engagements sur le plan international soient pris et qu'on avance COP après COP vers des mesures contraignantes, puisqu'on sait que si l'accord de Paris a été une victoire, parce que c'est la première fois qu'on reconnaît qu'on partage une contrainte par rapport à la trajectoire de degrés, en même temps, on a besoin de mesures contraignantes qui ne sont pas là. Ensuite, pour la France, il faut être cohérent. Et donc, c'est pour moi le premier objectif de ma stratégie écologique et environnementale, c'est d'avoir une vraie stratégie sur la sortie des énergies fossiles. Parce que si on veut être cohérent avec la trajectoire qu'on a prise, c'est cela... avec un calendrier Avec un calendrier, ça veut dire que dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Et là-dessus, c'est un... Il en reste entre 3 et 5 en fonctionnement. Voilà, donc on a plusieurs fois repoussé les choses. Il faut le faire, et là j'aurai toujours la même préoccupation, c'est un principe générique pour moi, des objectifs chiffrés clairs, et en même temps une politique d'accompagnement. Parce que
faut arrêter d'opposer écologie, agriculture, écologie, industrie, écologie, politique sociale. Il faut les rassembler. Donc on va venir, premier engagement de votre part. Donc là-dessus, fermeture dans le quinquennat avec un accompagnement des personnes, des industriels et des territoires. C'est extrêmement important. La deuxième, c'est, et j'ai connu ça de près étant ministre en charge, les nouveaux permis d'exploitation, exploration d'hydrocarbures. Et là-dessus, je prends l'engagement de ne plus en prendre et de ne plus en donner. De ne plus permettre des nouvelles. Alors les nouvelles, vous savez qu'il y en a je vais y venir en Guyane, et il y a une question précisément, vous savez qu'on est très présent, le WWF en Guyane. On a donc beaucoup de questions sur l'outre-mer et notamment sur la Guyane, qui sont posées ici par Bruno Bottil, Jean-Pierre Bompard, Mélanie Savelli et d'autres, qu'on a synthétisées en quelque sorte en rappelant que la France est responsable de 10% de la biodiversité mondiale grâce aux outre-mer. Et donc, la question précise qui est posée, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour protéger cette biodiversité unique au monde? Il faut savoir que peu de Français le savent, mais nous avons le 2e parc naturel mondial derrière le Brésil en Amazonie, avec l'Amazonie française. Aujourd'hui, cette Amazonie, elle est menacée par différents projets. Et donc, quels sont les engagements que vous pouvez prendre? Alors, là, j'étais sur le point, juste pour finir mon engagement sur les permis d'hydrocarbures, pour être très concret, pas de nouveaux permis. Il y a un sujet qui est le sujet guyanais, vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, il faut qu'on soit clair entre nous. On pourrait financer, parce que comme vous le savez normalement, c'est la Guyane qui va récupérer, les territoires, les permis, la capacité de les donner, c'est plus l'État. Bon, j'ai eu une discussion avec le président de la collectivité territoriale, Guyane, Rodolphe Alexandre, avant de venir vous voir. Parce que j'ai été transparent avec lui, je lui ai dit, je souhaite pouvoir annoncer cela. Lui, le problème, c'est les ressources. Il s'est à un moment opposé à ce projet, il y a eu beaucoup de tensions avec les marins, parce qu'il y a des conflits d'usage. Bon, il y a des permis qui existent aujourd'hui, qui ne lui rapportent pas assez, parce qu'il faut qu'il y ait un retour pour les populations locales et pour l'écosystème local. Donc, le nouveau permis, je souhaite qu'il ne soit pas donné, je m'engage à cela. Et il y aura, dans le plan de croissance Guyane, que je souhaite conduire à son terme et négocier, et je m'engagerai pendant la campagne, une compensation pour cela. Voilà. C'est comme ça que l'État accompagnera le territoire. Mais je ne veux pas qu'on ait un jeu de dupes entre nous, c'est-à-dire vous promettre quelque chose pour que derrière ce soit le territoire qui le décide. Donc on est parfaitement clair et je le fais en transparence avec tout le monde. Pas de nouveaux permis d'exploration d'hydrocarbures et gaz dans les eaux territoriales françaises. Exactement. Partout dans le monde. Exactement. C'est ça votre engagement? C'est ça mon engagement. Et avec un engagement pour la Guyane, parce que je veux être respectueux, ils ont besoin de ressources financières, un engagement de compenser la perte fiscale attendue, et ce que je discuterai avec Rodolphe Alexandre. Ce qu'il n'y aura pas, ça veut donc dire, si je précise sur la Guyane, puisque c'est... Il n'y aura pas de nouveaux permis d'exploitation d'hydrocarbures. Exactement. Permis pour l'entreprise Total. Exactement. Après, sur la biodiversité, c'est un objectif extrêmement important, compte tenu des réalités que vous exposiez, parce que c'est aussi un objectif de durabilité de notre modèle de croissance. 40% de ce qu'on crée sur la planète est lié à cette biodiversité, de près ou de loin, par nos modèles agricoles, la production, etc. Donc là-dessus, moi je vais prendre quelques engagements clairs, on y reviendra sans doute quand on parlera d'alimentation, parce que les deux sont liés, quand on parlera de pesticides. Pour les territoires ultramarins, c'est le cœur de notre biodiversité. Moi je l'ai dit, je souhaite que la biodiversité ultramarine soit protégée, et bien protégée. Il y a un travail qui a commencé, je souhaite qu'on aille plus loin. Maintenant, pour être très concret sur le sujet des autres projets, je souhaite qu'on puisse avancer, parce que c'est important pour le développement économique, en particulier de la Guyane, sur par exemple les projets de mines, dans le cadre du projet Mines Responsables. C'est-à-dire qu'on peut avancer sur des projets qui sont raisonnables, qui sont encadrés, où il y a un engagement des industriels sous le contrôle de l'État, en lien avec les collectivités territoriales, pour créer de l'emploi et de l'activité sans détruire la biodiversité, sans avoir, on le sait, des rejets de cyanure qui sont absolument terribles pour les nappes phréatiques, les réserves halieutiques, les populations locales. Donc moi j'ai été ministre extrêmement vigilant sur tous les projets sauvages. On a été très dur, on les a fermés. J'ai accompagné les projets de PME locales qui étaient dans le champ mines responsables et tous les projets qui s'inscrivaient dans le champ mines responsables. Alors, c'est cet équilibre que je veux tenir. Très bien, on reviendra éventuellement de manière encore un tout petit peu plus précise sur la Guyane, mais on sait que... La biodiversité, d'un mot, comme je pense que c'est très important pour l'outre-mer, ce que je souhaite dans le quinquennat à venir pouvoir mener, c'est que la France s'engage par une conférence mondiale sur la biodiversité et puisse justement éveiller la conférence mondiale sur la biodiversité, sachant qu'il existe déjà des négociations internationales. Il y a des négociations, mais qu'on en fasse vraiment un point d'orgue, un momentum, pour là aussi prendre des engagements internationaux et qu'elle soit d'ailleurs abritée dans un territoire d'outre-mer. Je l'ai écrit dans mon livre Évolution, la biodiversité, ça touche tous les territoires, y compris l'Hexagone.
quand on parle d'artificialisation des sols, et là-dessus je veux prendre un engagement très clair d'avoir cet objectif de zéro artificialisation nette de nos sols, c'est très important quand on parle des zones humides, etc. Mais l'essentiel de notre biodiversité, elle est ultramarine. Absolument. Il faut qu'on valorise cela pour les territoires d'outre-mer et qu'ils portent la voix diplomatique française aussi et qu'elle soit portée depuis là-bas. Donc votre proposition, une grande conférence internationale hébergée par la France sur la biodiversité Exactement. dans le monde et qui se tiendrait dans un des territoires d'outre-mer. Exactement. Très bien. Après ces questions, on va passer donc à une grande thématique qui est l'énergie, le climat, avec un premier sujet qui est malheureusement d'actualité très chaude, puisque nous avons appris quelques secondes avant de commencer ce live qu'il y avait une explosion en cours à la centrale nucléaire de Flamanville. Apparemment, selon les informations dont on dispose en ce moment même, il n'y a pas de risque majeur selon la préfecture. Ça va éventuellement toujours évoluer. Je ne vais pas vous demander, sauf si vous le souhaitez, bien évidemment, de réagir à chaud, puisqu'on ne dispose pas de toutes les informations. Donc, dans ce contexte, de prendre quand même un tout petit peu de recul sur la question du nucléaire. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous maintenez la loi transition? Ce sont de nombreuses questions qui ont été posées sur ce sujet par l'ensemble de la communauté du VVF. D'abord, vous avez tout à fait raison, je pense qu'il faut être très prudent sur ce qui vient de se passer. Je veux d'abord avoir une pensée évidemment pour les personnels de la centrale. Il y a, paraît-il, quelques blessés, je ne sais pas si ce sont des blessés lourds ou légers, mais j'ai une pensée pour tous les personnels d'EDF qui travaillent avec beaucoup de soin et d'attachement justement dans cette centrale qui est un projet qui a pris beaucoup de retard, comme dans l'ensemble du parc français. Oui, je garderai le cadre de la loi de transition énergétique parce que je pense qu'il est bon. Et donc c'est l'objectif de changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Donc vous maintenez ce cap avec le calendrier? Je maintiens ce cap avec le calendrier, je vais être très précis. D'abord, sur le mix électrique. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Nous avons en France, grâce au nucléaire, une production d'électricité qui est très peu carbonée. On le sait, c'est l'une des moins carbonées au monde. Et ça, c'est une chance, c'est une force de notre modèle, en même temps qu'il a assuré notre souveraineté énergétique, même si là-dessus, il faut aussi regarder les choses avec beaucoup d'humilité, parce que la production de matières fissiles et son extraction se fait aussi dans des géographies sur lesquelles il y a des incertitudes. Mais nous sommes plus indépendants et moins carbonés en production électrique que la plupart de nos partenaires européens. Je prends les Allemands, ils ont pris une décision rapide sur le nucléaire, mais qui les a conduits quand même à rouvrir derrière, on le sait, le charbon est la limite. On pourrait contester, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, mais c'est une réalité. Après, vous pourrez me contester sur la montée des renouvelables, et je vais y venir. Mais donc le nucléaire, tout n'est pas à jeter. On a deux défis. Un défi de sûreté, post-Tchernobyl-Fukushima. Ce qui vient de se passer est peut-être d'ailleurs un nouveau signal en ce sens, mais c'est un vrai défi. Moi, je considère que c'est le plus important, évidemment. Et donc, tout doit être fait à l'aune des éléments de sûreté nucléaire. Ensuite, la deuxième chose, c'est des éléments de coût. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait dire quel est le coût complet du nucléaire. Là-dessus, il faut avoir beaucoup d'humilité. Je dois le dire, les différents partis écologistes et autres avaient beaucoup soulevé ce sujet, à raison. Aujourd'hui, personne ne sait dire quel est le coût complet, parce qu'on ne sait pas dire quel est le coût complet de la sûreté nouvelle génération, parce qu'on n'a pas un projet qui est ouvert. On ne sait pas dire quel est le coût du démantèlement et du retraitement. Et en même temps, on a un problème de dépendance, parce que ça n'est pas bon d'avoir 75% de notre énergie électrique qui dépend du nucléaire. C'est pour ça que je garde cet objectif, il est bon, et je souhaite qu'on se désensibilise par rapport au nucléaire. Maintenant, est-ce que le 50% 2025 est atteignable? Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui, mais je veux me mettre dans cette trajectoire. Je ne sais pas vous le dire pourquoi, parce que j'ai deux grosses incertitudes. La première, c'est l'avis de l'ASN, de l'Autorité de sûreté nucléaire, sur nos centrales. Je ne le saurai qu'en 2018. Lesquels sont prolongeables ou pas, où sont les problèmes de sûreté et d'investissement. Et donc ça, il faut le regarder en l'état, parce que comme vous le savez, on a besoin de cet avis de l'ASN pour derrière construire la vraie trajectoire d'EDF et prendre les dispositions et les fermetures nécessaires. D'ores et déjà, moi j'ai dit pour être cohérent, que je prendrai la mesure de fermeture avec compensation pour EDF, qui devra être discutée et évaluée, de Fessenheim. Mais le reste, je ne sais pas le dire. Ma deuxième incertitude, c'est Flamanville. C'est que normalement, fin 2018, on a l'ouverture. Est-ce qu'il y aura des nouveaux retards? Où sont nos capacités? Donc, je ne pourrais véritablement dire quelles sont toutes les conséquences à tirer sur le parc que fin 2018, début 2019. Pour être cohérent et en même temps rester dans la trajectoire et faire ce qu'on doit faire, je m'engage à tenir l'objectif en renouvelable.
C'est-à-dire qu'on doit rester dans la trajectoire 32% à horizon 2030. Et donc, pour ce faire, l'engagement que je prends, c'est dès le début du quinquennat de prendre la totalité du calendrier des appels d'offres sur les projets d'ENR. Ce qui n'a pas été ces dernières années, c'est qu'on a eu des projets retardés, des incertitudes, donc peu de visibilité. Si on veut réussir à atteindre cet objectif, sans prendre des décisions qui sont mauvaises sur le plan économique, on doit accélérer l'investissement sur les ENR. Alors ça va répondre à une question qui nous a été posée, et c'est qui fait le lien avec ce que vous venez de dire, par l'entreprise Boralex, qui est le leader français indépendant de l'éolien. En ayant une position, je lis la question, conservatrice sur le nucléaire français, vous semblez plus hésitant à accompagner les industriels privés français qui œuvrent pour une production d'électricité propre, plus variée, compétitive et créatrice d'emplois. Quelle garantie, je crois que c'est ce que vous étiez en train d'apporter comme réponse, quelle garantie leur apportez-vous parce que vous avez pris cet engagement de réduire la part du nucléaire, vous le refaites, dans un calendrier qui semblait quand même dépendre de ce que l'ASN dira en 2018. Néanmoins, sur le développement des renouvelables, quels engagements concrets vous pouvez prendre aujourd'hui? De manière très simple, d'abord, je n'ai pas une position conservatrice sur le nucléaire, j'ai une position réaliste. C'est-à-dire qu'en même temps, on a des personnels qui y travaillent, on a cette production d'énergie, on a le prix aujourd'hui actuel, donc il faut réussir à faire cette transition. Une transition, c'est volontariste, mais si j'étais conservateur, je vous dirais on maintient 75%. C'est la position qui a été prise par d'autres candidats. Bon, je n'ai pas cette position, donc je souhaite évoluer. Ensuite, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on a fait porter par EDF, en même temps que les investissements sur la montée en gamme, la mise aux normes, la sûreté nucléaire, qui sont très lourds, en quelque sorte la responsabilité du financement des ENR, implicitement. Donc là-dessus, il faut être très clair. Moi, je pense que c'est à l'État de le porter, ça fait partie de mon plan d'investissement. Donc, pour ce faire, visibilité. Je donnerai, dès le début du quinquennat, la visibilité entière sur tous les appels d'offres, je les séquencerai pour respecter notre stratégie. Ça veut dire que je lancerai un appel d'offres pour la production de 26 000 MW en capacité, l'équivalent de 6 réacteurs, durant le quinquennat, ce qui équivaut à accompagner, puisque derrière on sait qu'il y a des prix garantis, l'équivalent de 30 milliards d'investissements privés. C'est aujourd'hui ce dont on a besoin pour avoir la stratégie cohérente en termes de production d'énergie renouvelable. Vous garantissez en quelque sorte l'équivalent de 30 milliards d'investissements privés dans les renouvelables sur votre éventuel quinquennat. Sur le quinquennat, en donnant dès le début la visibilité sur ces appels d'offres, en les accompagnant. En même temps, si on veut aller dans le sens de la question de monsieur, il y a les aspects financiers, il y a la visibilité des appels d'offres, la visibilité des financements, ça je le ferai. Derrière, on doit doubler la capacité du fonds chaleur de l'ADEME, qui est très important pour d'autres types d'énergie, on sait bien, qui accompagne d'ailleurs la transformation du monde agricole, qui est de plus en plus financeur et qui accompagne ces modes de production énergétique. Et ce que je souhaite enfin, c'est très pragmatique mais essentiel, c'est simplifier les procédures et accélérer les délais. Là-dessus, il y a une communauté de destin entre celles et ceux qui font justement de la production d'énergie renouvelable et nos exploitants agricoles. Ils ont le même problème, les délais sont trop longs, les procédures s'empilent. Et donc, si vous voulez produire aujourd'hui un champ d'éolien, vous avez les mêmes difficultés quand vous voulez transformer, par exemple, votre porcherie ou votre abattoir. Il faut simplifier ces délais, les raccourcir, en ne les empilant pas, mais ayant une procédure unique. Et donc, je m'engage à avoir une procédure simplifiée sur la production, justement, des ENR, simplifier justement les autorisations, les raccourcir dans le temps pour qu'on aille beaucoup plus vite dans cette transformation. Et aider également, puisqu'on est sur justement cette diversification, aider les exploitants agricoles à être les acteurs de cela. Donc raccourcir les délais de raccordement au réseau quand on ouvre un méthaniseur. C'est trop long en France, c'est trop compliqué. Les accompagner dans ces services environnementaux qui font, dont une bonne partie sont de la diversification énergétique. Et je l'ai dit, je porterai à 200 millions d'euros l'investissement dans la rémunération des services environnementaux des agriculteurs. Alors l'accélération, ça va aussi être pour le rythme des questions et des réponses, parce qu'on en a beaucoup. Trop détaillé, pardonnez-moi. Non, pas du tout, mais je serais frustré à la place des internautes si nous ne pouvions pas poser le maximum de questions. On a quelque chose qui fait le lien avec ce que vous venez de dire, qui est posé par Nathanaël Maloé. Comment comptez-vous accélérer le financement de la transition énergétique? Vous venez de donner des éléments de réponse. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous engager sur un chiffre d'investissement, soit public, soit au total avec le levier sur le privé? Alors, je me méfie beaucoup de ces chiffres-là parce qu'on additionne souvent des choux et des carottes. Donc je ne vais pas vous raconter de la pipe parce que ce ne serait pas une bonne idée.
Un, sur les ENR, je l'ai dit, objectif avec les autorisations d'avoir ces 30 milliards d'investissements privés. Derrière, il y aura de l'investissement public pour garantir les prix. Je l'afficherai dans une dizaine de jours dans ma stratégie globale. 2, je souhaite pouvoir accompagner la transformation du modèle agricole, parce que je veux réconcilier les deux. Les agriculteurs, ils sont très conscients des normes environnementales et du besoin d'avoir une agriculture qui monte en gamme, qui est plus respectueuse. Et donc là-dessus, j'aurai une enveloppe programme d'investissement d'avenir agricole de 5 milliards d'euros pour accompagner la modernisation, la montée en gamme et la prise en compte en particulier des circuits courts et du mieux-être animal par les exploitants agricoles. 5 milliards d'euros. Sur l'ensemble du quinquennat. Sur l'ensemble du quinquennat. 3, la rénovation thermique des bâtiments, qui fait partie de cette transition, qui est très importante. Là-dessus, moi j'ai un objectif de 500 000 par an. Ce qui est l'objectif du gouvernement. Du rénovation, mais je le concrétise. Il n'a pas pas été atteint. Qu'est-ce qui ferait qu'il serait atteint? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il serait atteint? C'est deux choses. Un, on doit simplifier pour les ménages dans le parc privé diffus le dispositif. Le crédit d'impôt transition énergétique était une bonne chose pour amorcer. Il s'avère compliqué et le décalage dans le temps du paiement fait qu'il y a beaucoup de ménages qui, du coup, y renoncent. Je transforme ce CITE en une subvention dès le début. L'ANA et les quelques autres établissements publics compétents pourraient même travailler avec l'ASP, on est en train de regarder les détails très pratiques, auraient vocation à le donner aux ménages dès le début, ce qui fait que le reste à charge qu'on paye et les coûts ne sont pas pris. Il n'y a pas d'apport de trésorerie. Voilà, donc ça c'est très important. En même temps, pour tous les ménages précaires, je porterai un investissement qui est l'audit gratuit pour tous les ménages qui vivent dans des passoires. Mais donc mon objectif est double, c'est de traiter dans le quinquennat la moitié des vrais passoires énergétiques, donc 1 million de logements à rénover. Et là, c'est de la vraie subvention. On est en train de regarder l'effet de levier, mais il y aura de la subvention publique que je détaillerai. Je ne peux pas vous dire le chiffre précis aujourd'hui, c'est pour ça que je ne veux pas être approximatif. Ça dépend de l'effet de levier. Mais il y aura là une vraie partie subvention publique. Et le reste, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire avec un objectif donc de 300 000 par an. Donc 1 million de rénovation thermique des passoires, ça fait 200 000 par an, plus 300 000 par an en dehors des passoires, où là, vous avez le crédit d'impôt qui devient une subvention. Et vous nous direz dans quelques jours combien le montant vous êtes exact, parce que mettre en plus, puisque si ça ne marche pas aujourd'hui, il y aura qu'il faut plusieurs milliards d'euros à mettre en plus, simplement pour que ce soit efficace, il faut le chiffrer, avoir un vrai effet de levier. Donc voilà pour moi, si vous voulez, les grands axes, les ENR, la rénovation thermique des bâtiments, la capacité à accompagner le monde agricole dans sa transformation. Et puis il y a un dernier axe pour vraiment financer une stratégie complète de transition environnementale, c'est aussi l'accompagnement qu'on fera à l'égard des ménages pour changer de véhicule. Moi je suis très attaché à ça. Vous m'avez parfois entendu défendre le diesel quand j'étais ministre. Je propose qu'on y revienne, puisqu'on va parler santé publique et évidemment le diesel. Oui, mais c'est très important, mais il faut être... Une question de Jackie Marchaussy, vous pouvez peut-être, quelle est votre position sur l'exploitation du gaz de schiste? Je pense que vous pouvez faire une réponse courte. Il n'y en aura pas sous mon quinquennat. Donc pas de gaz de schiste, pas de gaz de schiste sous mon quinquennat. Quelle que soit la méthode, là il faut être très clair. Par contre, j'insiste là-dessus, je souhaite que nos organismes publics de recherche puissent continuer la recherche théorique sur le sujet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je ne suis pas ambigu du tout. Je crois qu'il faut être cohérent. Je suis contre l'extraction et l'exploitation fossile. Mais je ne veux pas que sur ce sujet, la recherche mondiale soit capturée par des groupes privés internationaux. Vous voyez, sur les OGM, je maintiendrai la position qui a historiquement été celle de la France, qui était une bonne position. Il y a eu un vrai militantisme. Ça a parfois choqué des gens. Mais c'était une bonne position en termes d'alimentation et de notre modèle productif. Mais je regrette une chose sur les OGM, c'est qu'on ait arrêté la recherche publique quasiment pour autant. Et ça, je pense que c'est une bêtise. Si on cherche, c'est qu'on veut trouver. Non, parce que si on cherche en même temps, c'est qu'on veut être à la pointe de l'art. D'abord, si vous cherchez dans un domaine, vous pouvez trouver des choses dans l'autre. Dans d'autres, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, vous devenez du coup dépendant de chercheurs privés dont les intérêts sont totalement liés à des groupes industriels. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas à l'aise avec le fait que toute la recherche quasiment sur les OGM aujourd'hui et ce qui en découle, elle soit dans les mains de Monsanto Bayer. Ça ne me va pas. Je ne veux pas d'OGM dans mon pays. Je veux en même temps traiter les problèmes de la planète. À un moment donné, peut-être qu'on aura des technologies. Vous parlez de la recherche publique. Je parle de la recherche sur les OGM comme sur les gaz de schiste. Ça veut dire que sous votre quinquennat, il y a plus d'argent public pour la recherche sur les gaz de schiste et les OGM qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais je ne veux pas l'interdire. Je suis transparent avec vous. C'est-à-dire s'il y a des projets là-dessus, je ne veux pas les interdire parce que c'est de la recherche publique et c'est très important. Ça ne fait pas partie de votre plan d'investissement? Non, ça ne fait pas partie de mon plan d'investissement. Mais comme vous me demandez un plan en quelque sorte d'interdiction, moi je vous dis, je suis pour il n'y aura aucune exploration, exploitation, quelle que soit la technique de gaz de schiste sous mon quinquennat. Okay. Autre sujet d'actualité, vous avez dit récemment, alors on a eu
des dizaines et des dizaines de questions sur Notre-Dame-des-Landes, évidemment, notamment parce que vous avez dit récemment sur France Inter que vous étiez favorable au projet de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport près de Nantes. On a sélectionné une des questions. Je ne vais pas lister l'ensemble des noms et des prénoms qui sont sur l'écran. Je cite cette question. Ce projet date des années 60. N'est-ce pas paradoxal pour une personne qui, comme vous, veut incarner une certaine forme de modernité? Alors, je n'ai pas dit que j'étais favorable au projet Notre-Dame-des-Landes sur France Inter. Je n'ai pas dit comme ça. J'ai dit que ce projet, il avait des fondamentaux, des bases qui économiquement n'étaient plus conformes à ce qu'on ferait aujourd'hui. Je l'ai dit comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne lancerait pas un projet type Notre-Dame-des-Landes. Mais ce que j'ai dit rappeler, c'est qu'il y a eu une consultation publique de type référendaire, qu'elle s'est exprimée et qu'elle a dit oui au projet. Donc je ne peux pas aujourd'hui être dans une situation où je déchire. J'arrive et je dis, avec moi, il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'à la fin des fins, ça envoie deux messages qui sont très négatifs. Le premier, on ne respecte pas les consultations publiques quand elles ne nous arrangent pas, ça ne va pas. Et le deuxième, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir quelque projet que ce soit dans le pays, parce que vouloir le bloquer, en quelque sorte, suffit à tout empêcher de manière durable. Néanmoins, donc, je vous dis, je ne le déchirerai pas. Néanmoins, je tiendrai ma ligne sur trois principes. Le premier, la prise en compte du vote, et donc de la consultation. Des gens sont exprimés pour que ce projet se fasse. Donc, je ne l'écarterai pas. Je me donne 6 mois après l'élection, et je regarderai deux choses. La première, c'est la situation d'ordre public. Je ne veux pas qu'il y ait une situation absolument intenable en termes d'ordre public parce qu'on veut faire coûte que coûte ce projet. Là-dessus, d'ailleurs, je dois saluer la position que Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, avait prise. Ça veut dire pas d'évacuation de la ZAD? Oui, je ne veux pas. Non, honnêtement, je pense que sur ce sujet, je ne veux pas de violence, je ne veux pas d'évacuation. Et donc là, il faut être très vigilant sur ce sujet. Il n'y aura pas de brutalité sur ce fait. Et le troisième point, donc respect du vote, préoccupation en termes d'ordre public. Le troisième point, c'est que je souhaite qu'on regarde en parallèle, durant ces 6 mois, et donc je nommerai un médiateur pour ce faire et pour le regarder, le projet Nantes-Atlantique. De réaménagement de l'aéroport actuel. Et de réaménagement. Et qu'on regarde en termes économiques, en termes environnementaux, en termes évidemment d'empreinte carbone, de capacité à développer, qu'on regarde une dernière fois les choses en bon ordre. Donc je reste dans la ligne de ce que j'ai dit sur France Inter sur le projet Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'on ne déchire pas une consultation publique, mais je vous précise la procédure que je suivrai. Je me donnerai 6 mois avec une personnalité indépendante, des passionnés, pour mettre sur la table les éléments de comparaison qui éclaireront ma décision finale. Entre deux projets qui sont d'un côté l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et de l'autre le réaménagement de l'aéroport actuel. Exactement. Très bien. Alors, d'autres questions qui arrivent. On va passer de Nantes à la Guyane. Vous avez déjà dit quelque chose de très important tout à l'heure sur le permis de Total que vous n'allez pas accorder. Il y a d'autres sujets en Guyane. Vous savez, l'orpaillage qui est aujourd'hui une menace majeure sur l'Amazonie. Donc, on a reçu beaucoup de questions. Peut-être un mot sur la façon dont vous abordez cette stratégie. Bon, là-dessus, nos forces de l'ordre en Guyane sont très mobilisées sur le site, sur le problème de l'orpaillage illégal. Elles font un travail remarquable, je les salue, l'armée, la police, la gendarmerie. C'est un fléau terrible, c'est un fléau économique, parce que il faut bien voir que ces 139 sites dont vous parlez, c'est de l'argent volé aux Guyanais, hein, parce qu'il ne fait pas l'objet de taxation, il ne va pas bien souvent chez les familles. C'est derrière de l'esclavage moderne, enfin contemporain, parce que vous avez énormément de Brésiliens, d'Amérindiens qui sont exploités par justement ces sites illégaux. Et puis c'est de la pollution terrible, et donc on sacrifie la forêt parce qu'on utilise le cyanure, les techniques ne sont pas conformes. Éradication complète, poursuite du travail qui est engagé par les forces de l'ordre sous l'autorité du préfet, je serai intraitable. Et en même temps, développement des projets de manière orchestrée, limitée, mais pour aider au développement économique de la Guyane, dans le cadre de la charte mine responsable, des projets type PME ou plus grands projets qui, eux, sont respectueux de l'environnement et du développement économique. Il y a aussi beaucoup de questions pour qui questionnent cette idée que la mine pourrait être responsable, mais je pense qu'on a malheureusement pas le temps. Là-dessus, on peut admettre parfois des désaccords. Bien, bien sûr. Je suis très, très vigilant, tous les acteurs le sont, mais sous mon quinquennat, je ne bloquerai pas le développement sur ce sujet en particulier de la Guyane.
mais je le ferai de manière très encadrée, très respectueuse de l'environnement. Très bien. On va maintenant passer au deuxième groupe de questions qui vont concerner la santé, l'agriculture, les pesticides, le diesel. On va commencer par celui-là. Il nous reste à peu près 10-15 minutes. La question qui est posée par Pascal Bertin. En France, la pollution atmosphérique tue 48 000 personnes par an. Plusieurs maires, dont la maire de Paris, s'engagent à la fin du diesel en 2025. Est-ce que vous soutenez cet engagement ou est-ce que vous en prenez d'autres sur le diesel ? Je veux prendre des engagements responsables. Est-ce qu'on sait dire qu'on supprime totalement le diesel pour 2025 ? Non. Non. On peut le dire peut-être à Paris. Il y aura qui sera sacrifié ? Les ménages modestes qui vivent en banlieue et qui doivent venir à Paris. Bon. Donc, j'accompagne les maires quand ils régulent la circulation au moment des pics de pollution, lorsqu'ils décident de circulation alternée ou d'autres types d'organisation. Ça, j'y suis favorable et je pense que c'est important que des initiatives comme ça soient prises et généralisées, ce qu'a fait aussi Paris. Je souhaite qu'on puisse par contre accélérer la reconversion du parc français. Notre problème, c'est le vieux diesel. C'est ça le cœur du problème français, si on regarde les choses en face. Et là-dessus, on doit articuler, je vous le disais tout à l'heure en préambule, l'objectif écologique et l'objectif social. Si on fait ça, on sacrifie les Françaises et les Français qui en ont besoin pour aller travailler, qui n'ont pas d'autre choix et qui ne peuvent pas se repayer une voiture. En même temps, on a un paradoxe français, c'est que depuis des décennies, on subventionne le diesel, on l'avantage sur le plan de la fiscalité. Donc je prends deux décisions sur ce sujet, qui me semblent plus réalistes que de dire on interdit tout en 2025 sans expliquer comment. La première, c'est que durant le quinquennat, je fais la convergence totale entre le diesel et l'essence. Et donc chaque année, j'augmente un peu la fiscalité sur le diesel. Je ne baisse pas celle sur l'essence. C'était ma question. Parce que c'est une rentrée fiscale qui m'aide à financer cette transition et ce modèle. Donc, chaque année, j'augmente un peu la fiscalité sur le diesel pour qu'elle rejoigne en fin de quinquennat celle sur l'essence. Je fais la convergence totale sur un quinquennat. C'est progressif, c'est responsable et derrière, ça m'aide d'ailleurs à financer mon modèle de transition. La deuxième décision que je vous annonce, c'est que pour accompagner cela, en particulier à destination des ménages les plus modestes, je mets en place une prime à la conversion de 1 000 € pour les ménages qui ont des vieux diesels, qui sont encore Euro 1, Euro 2, Euro 3, donc qui sont très polluants, on le sait, et qui achètent un véhicule hybride ou non diesel. Et donc je fais une, ou évidemment électrique, en plus, et qui viendra s'ajouter, pour être parfaitement transparent, au bonus existant et au système en fait, de bonus-malus. C'est 1 000 € de plus et qui seront possibles pour l'achat d'un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion. Là aussi, je suis très précis, parce que beaucoup de ménages modestes, ils n'ont jamais cru aux primes à la casse et autres, parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter un véhicule neuf. On sait l'importance du marché d'occasion. Et donc moi, je souhaite aussi que ce soit éligible au marché d'occasion. C'est comme ça qu'on fait la transition. Et puis mon troisième engagement sur ce sujet, c'est d'accompagner les industriels. Parce que là-dessus, il faut être cohérent. Pourquoi vous m'avez parfois entendu m'opposer à des décisions trop brutales sur le diesel ? C'est qu'il faut penser la transition, comme on l'a fait tout à l'heure ensemble pour le nucléaire. Et donc, on a des sites productifs français qui sont très dépendants du diesel. Allez à Trémery, dans l'est de la France, les usines Peugeot, elles font du moteur diesel. Pour ces salariés, quelle est votre proposition ? Allez à Rodez, à La Boche, comme on dit là-bas. Il y en a des dizaines. Bon, il y en a beaucoup. Donc quelle est votre proposition ? D'abord, je ne dis pas que je supprime le diesel, je dis que j'arrête l'avantage. Ensuite, évidemment, tous les sites productifs français ne font que de l'Euro 6 diesel et rien d'autre. Je renforce les normes européennes, parce que ça doit être un débat européen, pour accroître le sérieux des tests et encore les normes qu'on doit demander progressivement dans le temps. Et 4, j'engage avec l'ensemble des industriels, dès le début du quinquennat, une concertation qui passera d'ailleurs par des aides et des accompagnements pour faire la transition de ces sites productifs et diversifier leur production pour qu'ils ne soient plus diesel dépendants. Diversifier vers quoi ? Diversifier vers l'électrique, vers l'hydrogène, vers l'hybride, et donc la production de moteurs qui correspondent à notre stratégie nationale de déploiement. On a eu beaucoup de questions sur le véhicule électrique. Oui. Est-ce que vous avez une proposition et quelle est votre vision de la mobilité, au-delà de la question à court terme du diesel et de la pollution de l'air, sur la façon dont on se déplacera demain ? Voiture électrique massive, voiture thermique, diesel ? Alors, sur ce sujet que j'ai beaucoup suivi et porté quand j'étais ministre de l'Industrie, dans le cadre de ce qu'on a appelé les solutions d'avenir. L'électrique est un choix technologique très important. Renault l'a pris très tôt avec Nissan. Il faut l'accompagner, les développer. Et là, on a un objectif de déploiement des bornes. On est un peu en retard. Donc là-dessus, il faut continuer les engagements publics-privés
de déploiement des bornes rechargeables. C'est très important, c'est l'avenir des transports non seulement urbains, mais également au sein justement de déplacements régionaux. C'est tout à fait possible. On a un vrai sujet de déploiement des bornes, l'engagement de l'État là doit être tenu, et on a à booster quelques engagements privés qui avaient été pris, qui ne sont pas totalement en ligne avec le calendrier. 2, l'hybride, on est un peu en retard par rapport à nos partenaires européens, et la concurrence internationale, donc je souhaite que les constructeurs s'engagent encore davantage dans cette trajectoire, c'est très important. Je maintiens sur ces sujets le système de bonus-malus qui a été pris par le gouvernement actuel, qui est, je pense, un bon système. 3, on a la technologie sur l'hydrogène qu'il faut développer. Les Allemands sont un peu en avance sur nous. Je souhaite qu'on développe des coopérations franco-allemandes sur le sujet. Et là-dessus, je crois beaucoup dans le leadership du CEA, en particulier du LITEN, qui est un laboratoire très important en la matière et qui est une vraie avancée technologique. Il ne faut pas avoir un choix unique, mais pour moi, c'est les trois priorités. Un dernier point, je favoriserai la multimodalité et en particulier le développement des usages. Ce à quoi je crois beaucoup surtout, c'est qu'on va sortir de une personne ou un foyer, un véhicule, et qu'on va aller de plus en plus vers l'usage. Et c'est là où cette nouvelle écologie est en même temps une source de nouvelle économie. C'est que par le covoiturage permis justement grâce à l'utilisation collaborative des données, par la capacité que vont avoir les villes à développer ce qu'on appelle les smart cities, c'est-à-dire de l'interconnexion urbaine, de la multimodalité, où on optimise l'information selon les périodes, selon les individus, on va avoir de plus en plus de l'usage de mobilité et de moins en moins de la possession en quelque sorte d'instruments de mobilité. Je vous arrête sur la mobilité, on passe à un autre sujet qui ne sera pas forcément celui qu'on a face à l'écran. Une question qui avait été posée sur le principe de précaution. Très simple, est-ce que vous êtes sur la position de François Fillon qui consiste à remettre en cause le principe de précaution ou la position de tous les autres qui consiste à dire on garde le dispositif existant? Oui ou non? Réponse très rapide. Je ne suis pas du tout pour l'enlever, ça ne sert à rien. Je suis pour maintenir le principe de précaution et tout l'appareil juridique qui en a découlé, mais je suis pour en même temps, ce qui est totalement compatible, c'est culturel. Je suis pour que la France soit un pays qui aime le risque, qui accepte l'échec et qui valorise l'innovation, l'invention, la technologie. Et il faut qu'on sorte de cette idée que le principe de précaution empêche l'innovation. Ça n'est pas vrai. Et là, c'est un aspect pour moi qui est très culturel, qui est très organisationnel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé samedi dernier, je le relaye devant votre caméra, un appel à tous les chercheurs, tous les entrepreneurs, tous les enseignants-chercheurs américains qui travaillent sur le climat, qui travaillent sur l'effacement énergétique, qui travaillent sur toute la transition énergétique, sur les perturbateurs endocriniens, qui font une recherche essentielle et qui sont aujourd'hui menacés par les choix de l'administration américaine. Je leur dis, un appel pour qu'ils viennent en France. You're most welcome. Venez en France, vous avez déjà dit. Et on créera un statut spécifique d'ailleurs pour les aider et encourager sur ces sujets la recherche. Bien évidemment, je rassure les chercheurs français, j'aurai des engagements très fermes aussi pour eux. Question précise sur les néonicotinoïdes. Oui. Est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020? Non. Est-ce que vous la confirmez? Je la confirme. Très bien. Une question plus institutionnelle sur le ministère de l'écologie. Question posée par Catherine Maton. Quelle place et quel sera le périmètre du ministère de l'écologie dans votre futur gouvernement? Je m'exprimerai de manière précise, en temps voulu, sur l'organisation gouvernementale que je souhaite retenir. Donc, comme on a beaucoup de questions, puisque vous n'avez pas d'annonce, je propose qu'on passe à pense que c'est un ministère qui doit avoir un statut à part, comme ça a d'ailleurs commencé à partir du Grenelle de l'environnement. Donc, je maintiendrai cela. Pour moi, il y a trois sujets. Statut à part, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire un ministère très fort, très transversal, qui a vocation d'ailleurs à être, pour moi, un ministère d'État. Pour moi, il y a trois sujets qui sont transversaux et qui doivent irriguer toute l'action du gouvernement que je souhaite mettre en place. C'est l'égalité homme-femme et la diversité, parce que c'est la vitalité de la société française. C'est la transition numérique, parce qu'elle transforme absolument tous les modèles productifs, de consommation, de pensée. Et c'est la question écologique, pour la même raison, parce que c'est une question transversale. Ce n'est pas une case qu'on coche dans un coin ou un bloc qui serait dans son couloir de nage, si vous voulez. C'est quelque chose, on l'a bien vu d'ailleurs, qui doit être en chapeau. Ça, c'est sur le plan de la méthode. Très bien. Une question, avant de venir à la dernière séquence qui vous concernera sur des questions plus particulières, une question sur l'agriculture biologique, la restauration collective. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un engagement d'aller vers 20% de produits biologiques dans la restauration collective? Est-ce que vous maintenez cet engagement? Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Non, je vais aller plus loin, parce qu'on a un sujet, aujourd'hui, c'est pour moi un des grands objectifs de ma stratégie, c'est l'écologie du quotidien. C'est très important, parce que tout est lié.
On en a parlé pour la qualité de l'air avec le diesel. Et je veux qu'on ait une vraie qualité de l'alimentation. C'est fondamental parce que c'est du mieux-être, parce que c'est un respectueux de la biodiversité, si on a une bonne alimentation. C'est respectueux du modèle agricole et c'est bon pour nos enfants et c'est une politique de santé publique, l'alimentation. Donc d'abord, moi je lancerai dès mon arrivée un Grenelle de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que je veux mettre autour de la table le monde agricole, les industries agroalimentaires, les associations de consommateurs, l'ensemble des ONG qui traitent de ce sujet, les professionnels de santé, parce que tout ça se tient. Bon. Mais d'ores et déjà, je veux prendre quelques engagements très clairs sur le sujet. Moi, je prends l'engagement, d'ici la fin de mon quinquennat, donc 2022, qu'il y ait dans toutes les structures de restauration collective, cantines scolaires, restaurants d'entreprise, restaurants de ministères et autres, hôpitaux, 50% de produits consommés qui sont des produits ou bio, ou écologiques, ou de circuits courts. Qu'est-ce que ça veut dire écologique ? Écologique, ça veut dire exactement, qui répondent à des labels ou des certifications. C'est, on le sait, moins lourd, moins contraignant que le bio, parce que je ne veux pas là-dessus être déraisonnable ou trop contraignant. C'est mieux que l'agriculture conventionnelle, on va dire. C'est mieux, et puis surtout, je mets dedans aussi les circuits courts, parce que les agriculteurs le veulent. Et là-dessus, moi, c'est très important, sur ce sujet, le monde agricole souhaite ce changement. Il souhaite valoriser aussi les circuits courts. Ça n'empêche pas de reconnaître qu'il y a une part de notre agriculture qui a vocation à s'exporter, qu'il y a une industrie agroalimentaire qui est un de nos fleurons de compétitivité. Je continuerai à le développer. Mais en même temps, on doit avoir une agriculture qui est cohérente avec notre modèle d'alimentation et ce qu'on veut promouvoir. C'est pour ça qu'il faut aider le monde agricole à monter en gamme. C'est mon plan d'investissement d'avenir de 5 milliards d'euros. Il faut les aider à avoir un juste prix sur leurs innovations. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on réorganise les filières en faisant pression sur les distributeurs pour que les organisations de producteurs puissent négocier le bon prix. C'est pour ça que je veux une politique européenne qui accompagne aussi cette transformation, mais c'est pour moi extrêmement important en termes d'alimentation. Et puis, dans cette transition, il y a des engagements très concrets qu'il faut prendre, parce que c'est aussi comme ça qu'on prend en compte le bien-être animal. Vous savez, alors, on va justement y venir. Bon, il y a beaucoup de questions sur le sujet. On arrive à la dernière séquence de ce Panda Live, les 5 dernières minutes en quelque sorte. Première question, Yann Olivier. Question, donc c'est une séquence qui vous concerne peut-être plus à titre personnel. Très bien. La question est très simple. L'ANSES recommande de manger moins de viande. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il mangeait moins de viande. Quels sont vos engagements personnels sur ce sujet et évidemment sur la politique d'alimentation ? Non, moi j'aime bien la viande. Donc je continuerai à en manger. À en manger, quel que soit l'impact carbone que ça peut avoir sur la planète ? Non, parce que ce n'est pas une fatalité. D'abord, il y a de la viande française qui est formidable. Donc je continuerai à manger l'agneau des Pyrénées ou d'ailleurs. Justement, moins de viande, mais mieux de viande, ça peut être quelque chose dans lequel vous vous retrouvez ? Bien sûr, mais totalement. Moi, j'adore le monde de l'élevage parce que honnêtement, c'est parmi les professions qui sont les plus bouleversantes. Je vous dis parce que quand on fait une campagne, on voyage beaucoup, on voit beaucoup de gens. Je veux dire, les éleveurs français, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent aucun jour de vacances, qui se lèvent très tôt le matin. Alors, donc évidemment, je ne suis pas pour aller chercher de la viande à l'autre bout de la planète avec une empreinte carbone folle. Mais il faut arrêter de leur dire qu'ils sont condamnés, qu'ils n'ont plus de place. C'est pas vrai. Et en plus, la bonne viande française, c'est délicieux. Donc je continuerai personnellement à manger de la viande. Question sur une espèce en particulier, avec un grand débat qu'on connaît. Quelle est votre position sur le loup ? Non, je pense qu'objectivement, là aussi, il faut dépassionner le débat. C'est 300 à peu près, je crois, 300 loups sur le territoire français. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. On ne peut pas donner des leçons sur la biodiversité, prétendre organiser une conférence internationale, expliquer à tous les pays, par exemple d'Afrique, qui doivent protéger qui l'éléphant, qui ceci ou cela, et dire nous, on est infichus de vivre avec quelques loups, quelques lynx, quelques ours. Bon. Donc après, il faut simplement, c'est des débats qui sont très locaux. Moi, je le connais bien parce que j'ai la moitié de ma famille dans les Pyrénées. Alors donc c'est pas tant le loup, c'est plus l'ours. L'ours dans les Pyrénées, sachant qu'on est dans une situation où maintenant les vallées locales qui sont concernées sont beaucoup plus ouvertes à cette idée, comme dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que sous votre quinquennat, il y a la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées ? Il y a une réintroduction harmonieuse, discutée, comme on l'a fait pour le loup. Mais il y a une réintroduction. Mais ils y sont déjà, hein. Moi dans les vallées que je connais. Pas dans certaines parties où justement ils n'y sont pas. Il y a le sujet qui traumatise beaucoup d'exploitants sur des malentendus, c'est qu'ils disent quand il y a une attaque, je la vois, je ne peux pas tirer. Ce qui n'est pas vrai, on le sait bien. Donc on sait qu'on ne peut pas faire de la chasse ou du braconnage, c'est toute la polémique autour du loup, et ça, il faut être très rigoureux, il ne faut pas autoriser le braconnage. Par contre, on a des régulations qui sont possibles,
totalement encadré, et on le sait très bien, c'est le cœur de la polémique pour le loup, donc il faut le faire. Donc sur l'ours dans les Pyrénées, de manière négociée, de manière un retour de négociée, l'ours là où il négocie. avec, et je veux dire, il faut être très clair, faut être très pragmatique. Je suis pour le réintroduire parce que je suis pour la biodiversité. Je suis pour l'expliquer, je suis pour accompagner et indemniser les exploitants quand ils ont des problèmes qu'ils ne voient pas. Il faut toujours expliquer que c'est infinitésimal par rapport au reste. Par contre, il faut être clair, quand vous avez quelqu'un qui voit l'ours débarquer et attaquer son troupeau, il faut qu'il puisse réagir. Parce que vous n'arriverez jamais à convaincre, sinon, les bergers des Pyrénées que je connais bien et que j'aime beaucoup, de dire s'ils voient l'ours débarquer, qui attaque leur troupeau, qui les fout dans le ravin. Ils sont de plus en plus convaincus et on y travaille. Donc, non, mais je dis parce ça. que justement, on cherche les. Voilà, mais je sais bien que vous êtes pragmatique. Donc moi, je le dis, il ne faut pas de débat théorique sur le sujet. Il faut un esprit de responsabilité. Je suis pour que ces espèces soient réintroduites en bon ordre, que ce soit encadré, suivi et extrêmement précautionneux. Et en même temps qu'on donne la possibilité de se défendre, de se protéger quand il y a des attaques. 2-3 dernières minutes. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Question d'Ali Atoumani. Un aigle dans les Pyrénées. Un aigle dans les Pyrénées. Très bien, ça va être commenté ça. Là, on a aussi des questions sur la sensibilité des animaux et comme vous l'évoquiez vous-même à l'instant, la question des abattoirs. Est-ce que vous êtes prêt à changer les règles, à les durcir? Oui, je pense qu'il faut là beaucoup de... Surtout les animaux. D'abord, je me félicite qu'on ait fait des modifications. Elles ont été portées avec, je pense, beaucoup d'esprit de responsabilité durant ce quinquennat. C'était le travail d'Alain Grain-Dubourg, de quelques autres, pour introduire dans le Code civil des modifications et la prise en compte, justement, des animaux. C'était, je pense, important dans ce sens-là. Et il y a tout le travail qui est fait sur les animaux de compagnie, qui est très important. Ensuite, il y a en effet l'exploitation dans le cadre des exploitations agricoles et l'abattage. On est très en retard sur les techniques d'abattage et la modernisation des abattoirs. Quand j'étais ministre avec Stéphane Le Foll, on avait lancé un programme de modernisation avec Abattoirs du futur, qui sont des techniques beaucoup plus humaines, beaucoup plus encadrées, qui ne sont pas la sauvagerie qu'on voit parfois, mais qui est très traumatisante pour les gens aussi. Celles et ceux qui travaillent dans les abattoirs, c'est très traumatisant. Et qui sont d'ailleurs les premiers à montrer les vidéos. Je me suis rendu célèbre par une extraordinaire maladresse de ma part à l'égard de salariés d'un abattoir en Bretagne et je suis allé m'excuser devant elles. Elles m'ont raconté les scènes qu'elles vivaient. C'est abominable. Et donc la modernisation des abattoirs, c'est de la condition animale, mais c'est de la condition humaine. C'est du respect de la personne humaine aussi. Donc là-dessus, je suis pour qu'on aille au bout de cette modernisation, qu'on se mette au standard et qu'on soit beaucoup plus exigeant au niveau européen. Parce que les abattoirs européens ne sont pas assez énormes aujourd'hui et c'est inacceptable. Avec de la concurrence. Ensuite, je suis pour que dans la modernisation de notre agriculture, on prenne en compte le bien-être animal. Et là aussi, il ne faut pas se tromper de bataille. Les agriculteurs, ils sont favorables. Parce qu'un agriculteur qui vit toute la journée avec ses bêtes, il est favorable à ça. C'est pour ça que mon programme justement d'investissement, les 5 milliards, il valorisera des projets pour le bien-être animal, pour l'amélioration de tout cela, en équipant par exemple les animaux aussi, on le sait, maintenant la technologie permet de beaucoup mieux accompagner la souffrance animale. Moi j'étais chez M. Dnedelec, qui est un éleveur dans le Finistère, il a 50 vaches, des Primolstein, il les a équipées comme ça de ces petits capteurs, il lui permet de voir la souffrance animale, et du coup de beaucoup mieux prévenir les risques, c'est extraordinaire. Et il y a ce souci, donc là il faut les accompagner et les aider, et derrière, il faut être très rigoureux sur certains points, il y a un sujet, on le sait, c'est l'élevage des poules en batterie. Là-dessus, il faut être très clair sur les œufs. Moi, je souhaite que, et je prends même l'engagement, que donc d'ici 2025, on ne vende plus dans les grandes... qu'on ne vende plus, que ce soit interdit dans les grandes surfaces, de vendre des œufs issus justement des élevages en batterie. On doit le laisser pour l'industrie agroalimentaire, on le sait, encore quelques temps, et ça veut dire on accélère la modernisation, on rentre tous dans un objectif cohérent, et on a vraiment maintenant la garantie, moi je veux qu'on puisse l'apporter à nos concitoyens, que quand on va acheter ses œufs au supermarché, dans une épicerie ou ailleurs, eh bien derrière, il y a le respect du bien-être animal qui est en même temps le respect d'une qualité pour le consommateur. Les objectifs se rejoignent et qui est le souhait là-dessus de nos exploitants. Absolument. En même temps, chacun doit pouvoir vivre. Donc celles et ceux qui continuent à élever en batterie et à vendre des œufs, ils le vendent, mais à l'industrie agroalimentaire. Dernière question, je vous laisse le lire. C'est une question de Stéphanie Payès qui a obtenu le plus de likes dans toutes les questions qui vous ont été posées, parce que c'est un proverbe indien que je vous laisse commenter. Lire d'abord et commenter ensuite. Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été attrapé, seulement alors l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Qu'est-ce que vous en pensez pour conclure? J'espère que nous nous en sommes rendus compte.
Je pense que nous nous en sommes rendus compte. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait par beaucoup depuis des décennies d'engagement qui paraissait fou au début, qui a montré, et tous les chiffres, tout ce dont on a discuté l'a parfaitement illustré, que on ne peut pas penser vivre sans savoir où l'on est ancré, enraciné. Il y a un très beau livre de Simone Weil, la philosophe, qui s'appelle L'enracinement, et où elle explique justement tout cela, et les droits et devoirs dans lesquels l'homme doit s'inscrire. Elle le fait sur le plan moral, mais l'écologie relève de cela. On a oublié, moi-même, je t'avoue, j'ai vécu ça dans ma vie d'avant. On pense parfois qu'on est des parfaits nomades, qu'on va s'échapper des gens qui vivent avec soi, du monde d'où on vient, et que on est dans un monde où tout va bien, parce que on peut gagner de l'argent, parce que ça se passe bien. Mais à la fin, on revient quelque part. Le jour où on est blessé, le jour où on est malade, le jour où on se repose et on croise la personne qui vit à côté de chez soi, et on est tous désenracinés. Et donc, parce que nous sommes désenracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Et c'est ce commun, notre trésor. Et donc, si on pense qu'on peut être heureux en l'oubliant, on oublie les devoirs de l'enraciné. Mais c'est une folie. Donc je pense que, j'espère que le proverbe aura une fin plus heureuse. L'argent ne se mange pas, il permet de faire beaucoup de choses. Moi je fais partie de ceux qui ont un rapport très décomplexé à l'argent. Mais quand on est décomplexé, on n'est pas fasciné par l'argent pour autant. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne s'aime pas, ou alors on devient très dangereux. Il ne se partage pas vraiment et pas assez. Et donc c'est tout le reste, tout ce dont on a parlé, qui fait notre vie et dont nous avons besoin. C'est aussi pour cela que le projet écologique que je veux porter, ce n'est pas une case à cocher. C'est un projet de civilisation. Ça fait partie du défi qui est le nôtre aujourd'hui, de réinventer quelque chose de neuf. Pas en effaçant non plus l'ancien, pas en pensant que c'est un combat du neuf contre l'ancien ou un combat moral. Non, c'est un défi de civilisation où chacun doit trouver sa place. Mais c'est la condition pour que chacune et chacun ait sa place dans notre humanité au sens large, tel qu'on l'a évoqué, dans le monde qui advient. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cet échange. Merci. Je pense que vous avez fait beaucoup d'annonces qui viennent compléter celles que vous aviez déjà faites. On a une vision plus précise de ce que vous voudriez porter dans un éventuel quinquennat. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Encore une fois, il y en avait plus de 200 au moment où on a commencé ce live, donc je m'excuse auprès de ceux dont on n'a pas pu retenir la question. Évidemment, on a inauguré ces lives avec Emmanuel Macron, il y en aura d'autres et le prochain rendez-vous que nous vous fixons, c'est d'ores et déjà le 22 février avec le candidat écologiste Yannick Jadot et, je répète, l'ensemble des candidats qui ont une représentation parlementaire ou des députés qui les soutiennent ont reçu une invitation de notre part et nous organiserons les lives Facebook exactement dans les mêmes conditions à Partisane avec l'ensemble des candidats qui souhaiteront se livrer à cet exercice. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.